Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, January 15, 2026. Historic oath-taking ceremony. Honorable Polycarp Bangalong assumes presidency of Littoral Regional Council. In a momentous gathering at the Grand Audience Hall of the Littoral Court of Appeal, Honorable Polycarp Bangalong was sworn in as president of the Littoral Regional Council today, January 15, 2026, amidst resounding applause and a display of unwavering regional unity. The esteemed leader pledged his commitment to transformative governance, economic rivalry, and community empowerment in Cameroon's dynamic coastal heartland. This pivotal transition marks a bold new chapter for the littoral region, promising innovative policies to drive progress and prosperity for all. And out of Cameroon, United States of America slams the brakes on immigrant visas from Cameroon and 74 other nations starting January 21. Fearing welfare drain, leaving African families and dreamers scrambling amid Trump's toughest crackdown yet. And in sports football, African Cup of Nations 2025. The Cameroon African Football Federation slams FECAFOOT President Samuel Eto'o with a 20,000 fine and 4-match ban over unacceptable conduct following Cameroon's shocking AFCON exit. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories, and it will be in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Conseil régional du littoral, Polycarp Bangalong prête serment. La salle d'audience de la Cour d'appel du littoral a servi de cadre ce jour à l'audience solennelle de prestation de Polycarp Bangalong, président du Conseil régional du littoral, élu lors de la session de plein droit du 16 décembre 2025. Retour sur cette cérémonie avec vous, Léla Renganzeu et Landriusa. Conformément à l'article 310 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, article traitant de la mise en place et de l'effectivité des transferts de compétences, Polycarp Bangalong est définitivement le président du Conseil régional du littoral. Moi, Bangalong Polycarp, je jure sous le loi et m'engage à servir les intérêts de la région, à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions, sans discrimination ni favoritisme, dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, au principe de l'unité et de l'intégrité de la République. Il a prêté serment ce 15 janvier 2026 à la salle d'audience de la Cour d'appel du littoral. C'était au cours d'une audience chapeautée par le président de la Cour d'appel du littoral, Emmanuel Aroye-Betou, le même qui avait déjà présidé en 2021 la première prestation de serment de Polycarp Bangalong comme président du Conseil régional du littoral. Réélu le 16 décembre 2025 avec une majorité écrasante, 82 voix sur 87, ce nouveau mandat s'ouvre sous le signe des grands défis de développement et de consolidation de la décentralisation dans la région du littoral. Se déclinant en une cérémonie protocolaire en présence du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Varadibois, des ministres ressortissants de la région et des parlementaires, la dite cérémonie revêt également une valeur hautement symbolique car elle marque ce jour l'installation effective des instances locales. Et pour terminer en sourire, un vin d'honneur a été offert au Conseil régional du littoral.
En marge du lancement du budget de l'État du Cameroun, le ministre des Finances a procédé à la visite des services du ministère des Finances rattachés à son département. Dans chaque structure, Louis-Paul Motazé a pris connaissance des difficultés rencontrées et donné de nouvelles orientations pour l'atteinte des objectifs budgétaires. Olivier Bouzik. Profitant de l'opportunité de sa visite de travail en Ngaoundéré, le ministre des Finances a visité l'ensemble des services régionaux rattachés à son département ministériel. Entre autres, l'hôtel des finances, le bâtiment annexe Trésorerie générale de Ngaoundéré, le centre des impôts des moyennes entreprises de Ngaoundéré et le service des douanes de la Damawa. À chaque étape, Louis-Paul Motazé est briefé sur le fonctionnement de la structure, le travail quotidien, mais surtout les difficultés rencontrées. Il y a ces saisies de marchandises ici qui font le jeu des redressements et qui constituent donc des recettes pour mes unités. Maintenant, à côté de ces saisies de marchandises, il y a justement des marchandises illicites, la contrefaçon, les produits prohibés, les médicaments contrefaits. C'est notre lot quotidien. Des obstacles parmi tant d'autres qui tendent à entacher les performances des services douaniers dans ce pôle commercial stratégique pour le Cameroun et la sous-région. Chacun des problèmes posés nécessite une attention de la hiérarchie qui mise dans son budget sur l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des recettes douanières. Du coup, Louis-Paul Motazé réunit tous les acteurs de l'exécution du budget dans la Damawa pour une concertation technique et ouverte, laquelle concertation achoppe sur une pléthore de résolutions. Pour le ministre des Finances, pour lui, il ne s'agit pas d'une faveur. Dès lors qu'il nous demande de réaliser avec succès nos missions, il est disposé à nous offrir des moyens et un cadre de travail, un environnement plus décent. Dès lors que nous avions des moyens de travailler de façon efficace, il nous revient de combler ces attentes. En ce qui concerne beaucoup plus la mobilisation optimale des recettes. Et sur ce point, il a été assigné à la région fiscale de la Damawa un challenge de près de 13 milliards. Ces conclusions mettent un terme à une visite de travail de 3 jours dans l'espoir de l'atteinte prochaine des résultats escomptés. Le gouvernement camerounais annonce que les créateurs de contenu et utilisateurs des réseaux sociaux devront payer les impôts en fonction des contrats et revenus publicitaires. Une mesure qui soulève de nombreuses questions et fait débat sur les réseaux sociaux. Léla Renganz. Entre ceux qui ne se reconnaissent pas comme influenceurs, ceux qui assument leur statut et ceux qui soulignent la non-monétisation de leur page, le débat sur la taxation des revenus des influenceurs fait rage sur les réseaux sociaux. La mesure, nouvelle, a en effet été annoncée par le ministre des Finances. Les créateurs de contenu seront désormais soumis à l'impôt, ceci en fonction des revenus publicitaires générés et du nombre d'abonnés. Grosse question, sur quelle base l'État va-t-il imposer? Si les revenus publicitaires peuvent être traçables, le nombre d'abonnés, quant à lui, n'est pas toujours un indicateur fiable. Abonnés fictifs, qui plus est, dans un contexte où bon nombre de pages camerounaises ne sont pas monétisées. Que représentent 100 000 abonnés sur une page non monétisée et dont le contenu n'attire pas vraiment les annonceurs et partenaires? Autre question, qui est créateur de contenu? En quoi est-il différent d'un utilisateur ordinaire qui publie assez régulièrement? Pour l'un des blogueurs les plus populaires au Cameroun, si l'argent collecté est utilisé à bon escient pour le bien-être des Camerounais, alors la mesure pourrait être bonne. À côté d'autres questions plus techniques, cette fois se posent dans un contexte où la culture fiscale n'est pas l'apanage de tous. L'État va-t-il imposer sur la base de déclarations volontaires ou va-t-il recenser lui-même les influenceurs et créateurs de contenu? Notons qu'en 2024 déjà, la loi de finances stipulait que 5% seraient prélevés sur les revenus des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux applicable aux revenus générés sur les plateformes numériques par les particuliers qui réalisent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service ou d'échange de partage d'un bien. Douala chokes on toast and cabbage amid climate crisis. Experts urge heavy hydration masks
outdoors and air-conditioned or fan-cooled rooms. Details in the following report. Douala streets transform into dust bowls during the dry season, blanketing the city in fine particles that choke residents and amplify health risks. This period, marked by harmattan winds from the Sahara, brings intense dryness, reduced visibility, and a surge in respiratory issues like coughs and catarrh. To make this even worse, the garbage piles and vehicle emissions, the dust creates a toxic haze, especially at major junctions. Regularly, this time as it's too hot, outside is too hot, there is heat. I was a good worker in the night, but now I cannot work again. Regularly I work day and night, but with the heat I cannot work in the night. I'm obliged to rest in the night because it's too hot. When you work in the day, in the night you are obliged to sleep. Sleep like a small boy without a clothes on you, without anything in your skin because it's too hot now. Nonetheless, health experts and meteorologists strongly endorse hydration, masks, and cooling as core defenses while Douala's dry season drags on with unrelenting harmattan dust and heat. These steps, paired with strict adherence to safety rules, help families endure respiratory threats from the dust garbage mix. Le tribunal militaire de Yaoundé, par la voix du commissaire du gouvernement, s'est opposé à la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est l'essentiel à retenir de l'audience de la cour d'appel du centre tenue ce 15 janvier à Yaoundé. L'affaire a été mise en délibéré et la décision est attendue le 19 février prochain. Le Cameroun fait face à une nouvelle alerte sanitaire liée à la variole du singe ou la Mpox. Dans un communiqué du ministre de la Santé publique, on apprend que 5 cas ont été confirmés au Cameroun entre le 14 novembre 2025 et le 7 janvier 2026. 5 cas avec 4 dans la seule région du littoral. Faisons le point sur la maladie avec vous, Léla Rengonzo. Entre le 14 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, 5 cas de pox ont été confirmés sur le territoire national camerounais. 5 cas repartis entre la région du littoral et 1 dans le sud-ouest. Autre statistique, depuis le 1er janvier 2025, le Cameroun a enregistré 114 cas suspects, dont 10 confirmés. Régions concernées par les cas confirmés, le centre, le sud, le sud-ouest et le littoral. Fort heureusement, aucun décès n'a été enregistré. Ces informations sont contenues dans un communiqué radio-presse signé du ministre de la Santé publique ce 13 janvier 2026. La variole du singe reste une préoccupation de santé publique au Cameroun. La variole du singe est une maladie émergente, voire réémergente, d'origine virale, donc qui a des modes de contamination peuvent venir soit de contact avec des rongeurs ou des primates qui sont le réservoir naturel du virus, soit par contact humain, par les sécrétions, par les expectorations, bref, un contact direct avec une personne contaminée. Réponse sanitaire renforcée face à cette situation. Le ministère de la Santé publique a instruit la mise en œuvre des mesures de contrôle adéquates dans le littoral, entre autres l'activation d'un système de gestion de l'incident, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations et la prise en charge effective des cas dans les formations sanitaires. Les manifestations sont surtout des éruptions cutanées pustuleuses qui s'accompagnent de démangeaisons et parfois d'autres signes généraux tels que la fièvre, ou ils peuvent également se compliquer notamment par une surinfection, par
des atteintes neurologiques ou alors pulmonaires. Évidemment, pour prévenir la variole de singe, il faut soit de façon radicale éviter les contacts avec les animaux de brousse, soit évidemment mettre des précautions d'hygiène en les manipulant et surtout en les mangeant de façon bien cuite. Disons-le, la vigilance reste de mise, notamment dans les zones urbaines où la mobilité est très élevée. 15 janvier, le Cameroun commémore la mort de Ernest Ouandié, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance nationale. Exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam, qui était cet ancien leader de l'Union des populations du Cameroun? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Déclaré héros national par l'Assemblée nationale le 27 juin 1991, Ernest Ouandié a, selon la loi le réhabilitant, œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Grande figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et des premières années de la République du Cameroun, Ouandié est né en 1924 à Badoumla, c'est dans la région de l'Ouest. Cinquième d'une fratrie de 7, c'est un enseignant de formation qui fera le tour du Cameroun au gré des affectations qualifiées de disciplinaires du fait de ses positions politiques. En effet, militant de l'Union des populations du Cameroun dès 1948, il a, à chacune de ses mutations, implanté son parti. Camarade Émile, comme l'appelaient ses camarades de parti, est connu comme celui qui a tenu tête à Léopold Sédar Senghor, venu demander aux Camerounais d'abandonner leurs revendications d'indépendance. Face aux répressions du gouvernement, l'UPC taxé d'illégal, Ernest Ouandié va entrer dans la clandestinité. Il va s'exiler à Koumba, puis Khartoum au Soudan, au Caire en Égypte, à Conakry en Guinée et à Accra au Ghana. Alors qu'on lui promettra la vie sauve s'il sortait du maquis, Ernest Ouandié va le 19 août 1970 se rendre au commandant de brigade de Mbanga. Il passe devant le tribunal militaire le 26 décembre 1970 pour atteinte à la sûreté de l'État et complot contre le président Ahidjo. Condamné à mort le 5 janvier 1971, il sera fusillé le 15 janvier de la même année à Bafoussam sur la place publique. We now take on our international news with the United States of America, which slams the brakes on immigrant visas from Cameroon and 74 other nations starting January 21, fearing welfare drain, leaving African families and dreamers scrambling amid Trump's toughest crackdown yet. More of the story in the following report. U.S. visa freeze hits Cameroon hard, rattles African dreamers. Bad news for thousands of Cameroonians eyeing the United States green cards. Starting January 21, America suspends immigrant visa processing from 75 countries, including Cameroon, Nigeria, Ghana, and Ethiopia. Secretary Marco Rubio's State Department blames high risk of newcomers using welfare, but families here worry it slams the door on education, jobs, and reunions. Nonetheless, Africa bears the brunt, with over 25 nations like Algeria, Cape Verde, Congo, Egypt, Eritrea, Guinea, Liberia, Libya, Morocco, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Tunisia, and Uganda now blocked for permanent visas. Tourist and student visas stay open, yet demand spikes ahead of the 2026 World Cup, a slim silver lining for short trips. This builds on Trump's first-term public charge rules, now tougher with checks on income, health, skills, and English, hitting working-class Africans who fuel United States economies but face blanket scrutiny. Cameroonians, long United States aspirants for better lives amid local struggles, now scramble for alternatives like Canada,
or Europe. Experts say Africa's hit hardest in this crackdown, shrinking legal routes while boosting risky illegal crossing. A wake-up call for dreamers from Douala and other African countries. Sport, Cannes Maroc 2025, Sénégal-Maroc, c'est l'affiche de la finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football 2025. Les deux pays sont qualifiés à l'issue des demi-finales qui se sont disputées hier. À Tanger, le Sénégal a éliminé l'Égypte, tandis qu'à Rabat, le Maroc a dû passer par l'épreuve des tirs au but pour se défaire du Nigeria. Plus de détails avec vous, Makeda Ledignotium, depuis Rabat. Sénégal-Maroc, c'est l'affiche de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football de la CAF. Mercredi 14 janvier, le Sénégal s'est qualifié en battant en demi-finale l'Égypte à Tanger sur le score d'un but à 0. But de Sadio Mané, inscrit à la 78e minute de jeu. Ce même jour, lors de la deuxième demi-finale, porté par son public, le Maroc, pays hôte de la compétition, s'est difficilement défait du Nigeria au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Il a fallu attendre l'ultime étape des tirs au but pour départager les deux équipes. Grâce à deux arrêts décisifs du gardien Yassine Bounou, d'ailleurs désigné homme du match, le Maroc remporte cette épreuve par 4 tirs réussis contre 2 seulement pour le Nigeria, qui une fois de plus tombe dans un match à élimination directe face à un pays organisateur. C'est un problème avec les pays. Non, mais écoutez, si je peux revenir sur la CAN 2023, on a perdu contre une grosse équipe de Côte d'Ivoire qui s'est arrachée avec son état. Puis de là, on perd contre une équipe du Maroc qui est très impressionnante. Et puis le pays hôte, ce que ça comporte en termes d'environnement. Je n'ai pas de chance parce que je tombe dans tous les pays hôtes, mais bon, sinon non. Et ça me permet d'être plus ambitieux, de continuer à progresser, d'essayer de voir comment dans les prochaines cannes, si je rencontre des pays hôtes, comment je vais aborder ces matchs. Mais encore une fois, voilà, j'ai une chose à dire quand même, très importante pour moi. Les joueurs se sont bien battus, ils ont bien bossé, et je suis fier d'eux. Après 22 ans, le Maroc a atteint les demi-finales et a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, bien sûr, mais on a du travail. De toute façon, à chaque match, il faut évoluer. On doit être sur les moindres occasions. Bien sûr, c'est un jeu, mais on est tombé sur une équipe très, très, très solide. Martin Onab, je faisais des opportunités. Après, on a quelques frappes qu'on aurait pu mieux cadrer. Le plus important, c'est qu'on a encore une marge de progression avec cette équipe. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi qu'on a su créer et qui commence à être diffusé dans toutes les équipes nationales. C'est que voilà, on a une grinta, on a une envie de se battre pour le maillot. Ça a toujours été mon objectif quand j'ai pris cette équipe, c'est de changer un peu le mindset d'y aller et ils comprennent que pour être une grande équipe, il faut jouer ensemble, il faut courir ensemble, il faut être rigoureux tactiquement aussi. Pour être une équipe de très haut niveau, Lyon, on l'a montré parce qu'on est tombé sur une équipe bien organisée aussi, qui nous a posé des problèmes, on les a bien réglés sur le terrain et à partir du moment où on est dans cette dynamique, on est difficile à battre. Après 1976, le Maroc rêve désormais d'un deuxième sacre, cette fois à domicile. Et pour cela, il faudra traverser la barrière sénégalaise dimanche prochain 18 janvier au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et en conférence de presse d'après-match hier soir, l'entraîneur marocain Walid Regragui s'est exprimé sur le choix des joueurs retenus pour tirer les pénaltys. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait recueilli pour nous par Makeda Ledignotium. C'est pas moi qui ai fait le choix du 5e. En fait, on a d'abord choisi avec les joueurs, voir ceux qui étaient confiants. D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de Hamza Egamen parce que c'est moi qui l'ai désigné. Et peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est encore un jeune joueur et même si Ilyes par exemple qui est jeune joueur a marqué, mais je pense qu'il est rentré, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, est-ce qu'il était dans les meilleures conditions pour l'envoyer? Mais voilà, comme c'est un joueur qui a énormément de qualité et à l'entraînement il tire super bien, voilà, je l'ai un peu envoyé au feu, donc aujourd'hui si on avait été éliminé par malheur
Ça aurait été de ma faute parce que c'est moi qui ai choisi Hamza. Et El Nasseri, c'est lui qui s'est proposé à tirer le dernier penalty. Et Youssef, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est remplaçant et il travaille pour l'équipe. Il s'est jamais plaint, il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. C'est un peu la tête de Turc, malheureusement, des supporters marocains. Et c'est un peu ça qui peut m'énerver souvent, parce que normalement, quand quelqu'un porte le maillot comme Youssef, il l'a porté, avec ses qualités, ses défauts, mais l'état d'esprit qu'il a, je ne comprends pas comment un supporter marocain, avec les buts qu'il a mis importants dans l'histoire du football marocain, on puisse toujours être derrière son dos plutôt que de l'encourager. Et voilà, il a ses qualités. Et aujourd'hui, voilà, il nous qualifie. C'est peut-être un signe du destin, comme tu as dit, qui tire le dernier pénalty et qui marque. C'est aussi un signe que Achraf soit reparti tirer après le pénalty de Côte d'Ivoire. Voilà, on a un bon groupe. Honnêtement, ce que je peux dire de ce groupe, c'est Magdi, c'est vraiment des bons garçons. Kébrou le Maghreb, quand vous les voyez, un mois on a passé en stage, il n'y a pas eu une bagarre, pas eu une embrouille. Ils s'aiment, ils aiment le pays, l'île est qui est traté, qui est trop, qui est trop. Et à un moment donné, comme je dis, vous savez, les ondes, ça, on l'a créé entre nous depuis 2 ans. On est en mission depuis le dernier match contre l'Afrique du Sud. On s'est promis qu'on reviendrait plus fort. Il y a eu du travail, on a fait des bons matchs, des mauvais matchs. Et à l'arrivée, c'est bien parce que Dima qui est quand tu es comme ça. Et Youssef aujourd'hui, il lui a donné le dernier pénalty. Il faut avoir le courage, hein, parce que si tu es Nasseri Tiba et que tu loupes le pénalty, je pense qu'au Maroc, tu ne mets plus le pied pendant longtemps. Et ça montre sa personnalité. Donc c'est bien que tu le dis, Oussama, parce qu'il faut le valoriser aussi. African Football Confederation (CAF) slams President Samuel Eto'o Fils, President of Cameroon Federation of Football, a 20,000 fine and 4-match ban over unacceptable conduct following Cameroon's shocking AFCON exit. Details with you, Odi Ladonet. Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, has been handed a 4-match stadium ban and a $20,000 fine by the Confederation of African Football as a result of unacceptable misconduct during the 2025 Africa Cup of Nations in Morocco. The sanction follows an investigation into his behavior during Cameroon's 2-0 quarterfinal loss to the host on January 9, 2026. Where the Fecafoot president was reportedly observed in an aggressive confrontation with match officials and Moroccan FA leadership in the VIP tribune. The decision was announced on Wednesday, January 14, 2026, after CAF's disciplinary board ruled that Eto'o had breached Article 2, subsection 3 of the CAF statutes and Article 82 of the disciplinary code regarding sportsmanship and fair play. This ruling effectively bars him from attending the remainder of the current AFCON tournament and the opening fixtures of the next international campaign. The Cameroon Football Federation has responded by denouncing the decision as devoid of any explicit justification and labeling the disciplinary process as expedited. In an official statement released on Thursday, Fecafoot questioned the fairness of the trial and confirmed that Eto'o will exercise his legal right to appeal. Despite the sanctions, the body reaffirmed its unwavering support for its president, framing the penalty as an excessive response to the event in Rabat. And that report puts an end on tonight's news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Rihanna. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.